je vous retrouve pour ce nouveau vlog. Alors ce matin j'avais filmé un petit peu une petite séquence pour vous parler de yoga, de routine, etc. Sauf que j'ai complètement oublié, j'étais à fond dans mon truc et j'ai complètement oublié de me présenter. Donc voilà, je fais cette petite présentation et je coupe pour mettre la petite séquence de ce matin et je vous retrouve dans quelques minutes pour vous parler lecture. Coucou, nous sommes lundi, alors la luminosité est vraiment pas terrible, mais j'avais envie de commencer ce nouveau vlog dès ce matin pour reprendre les bonnes habitudes du lundi. Et puis surtout, là, vous voyez, je suis en tenue de sport, je viens de faire ma séance. Et pour ceux qui suivent régulièrement, vous l'aurez sans doute remarqué, ces 2 dernières semaines, je vous ai plus du tout parlé de yoga, de routine de matin, etc. Et pour cause, je m'étais blessée, donc j'avais dû faire une pause. Donc là, ça y est, je reprends. J'avais repris un petit peu la semaine dernière, mais je reprends vraiment avec régularité tous les matins cette semaine. Et du coup, j'ai repris une séance toujours avec Cassandra en anglais de yoga, une que j'avais déjà partagée, je vous mets le lien en barre d'infos pour ceux qui s'intéressent. Donc une séance de 10 minutes que j'aime beaucoup avec des rotations de la colonne vertébrale. Mais avant de faire cette séance, je fais un espèce de échauffement plutôt. Un échauffement de 5-6 minutes avec des exercices que m'a conseillé mon ostéopathe pour justement mobiliser un petit peu les épaules et le dos avant de faire la séance de yoga. Et effectivement, en faisant comme ça, je trouve que j'ai beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus fluides et moins de tension. Et donc, je vais essayer de faire ça. Donc, ma séance de sport passe de 10 minutes à 15-16 minutes, 18. Là, ce matin, j'ai mesuré, ça faisait à peu près 18 minutes en tout. Comme je me lève tôt, ça devrait pas me poser de problème et j'ai même eu le temps d'enchaîner avec 10 petites minutes de méditation. Là, je vais quand même aller prendre une douche très rapidement et prendre un petit café avant de partir. Mais j'avais envie d'ouvrir le vlog ce matin et de vous partager ma séance de yoga. On se retrouve plus tard. Ah, j'arrête pas de bouger, excusez-moi. J'espère que c'est pas trop désagréable, je bouge beaucoup quand même. Donc on se retrouve plus tard pour parler lecture. Donc voilà, nous sommes le lundi en fin de journée, je viens de rentrer, j'ai mis un beau pull, c'est moi qui l'ai fait. Donc déjà je vais vous parler un petit peu de ce pull parce que je ne l'ai pas encore présenté, je l'ai fait l'année dernière et d'après un modèle de Lydia Tricot et Crochet. Donc c'était un modèle, pas un patron mais une vidéo explicative. Et donc c'est un modèle qui se construit, on commence par une manche et on construit dans ce sens-là jusqu'à l'autre manche le modèle. Le problème c'est que Lydia et moi on n'a pas du tout la même morphologie, donc en fait il fallait faire d'abord son poignet et puis on construit, et la façon dont elle construisait sa manche ça correspondait pas du tout à ma morphologie parce que moi j'ai un petit bras musclé on va dire. Du coup voilà, j'ai dû adapter un petit peu par rapport à ce qu'elle proposait et j'ai un peu galéré et du coup je suis pas hyper satisfaite par les manches. Je pense que si je devais le refaire, je referais un petit peu différemment, mais par contre j'adore avoir le dégradé du coup de couleur dans ce sens là. Ça change des pulls avec où on part du haut ou du bas et que du coup les rayures de dégradé sont dans ce sens là, donc j'aime beaucoup le point aussi, je sais pas si, hop, voilà, avec des petits éventails. Par contre voilà, si je devais le refaire, c'est un peu bugué, si je devais le refaire j'y apporterais des modifications, notamment aussi le col. Là c'est un col en V et en fait derrière je suis bien installée, j'ai la flemme de me retourner, mais derrière c'est symétrique, en fait c'est exactement la même forme, ce qui fait que je peux porter le bras clair à droite ou à gauche selon l'humeur du jour. Mais du coup moi j'aime pas trop avoir la nuque dénudée, du coup je porte toujours une écharpe. Je me dis c'est dommage, si je devais le refaire j'essaierais de faire du coup un col devant, peut-être un peu plus bas du coup, mais fermé derrière. Bref, donc tout ça pour vous parler de mon pull dont je suis quand même assez fière, même si il mériterait d'être refait avec des modifications. Mais je voulais surtout vous parler donc de bouquins et aussi de vlog, podcast, tout ça. Donc je commence avec la lecture du jour. Donc j'ai repris Les Lance-Rêves donc de Susanna Isern et Esther Gilly, je sais pas comment ça se prononce, chez Hachette Roman. Donc un roman jeunesse dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, donc je l'avais commencé la semaine dernière.
Là je suis à la page 154, j'espère le finir demain ou mercredi, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. En tout cas pour l'instant je prends beaucoup de plaisir et puis surtout il est très, très joli avec de très jolies illustrations. Alors là, j'aime beaucoup les couleurs des illustrations. Et donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini. Sinon, je suis encore allée... Il faudrait que j'arrête les boîtes à livres en fait. Je suis encore allée passer devant la boîte à livres, donc j'ai regardé et j'ai trouvé Ni vu ni connu de Mary Higgins Clark. Et Clark. J'ai beaucoup entendu parler de cette autrice et je ne l'ai encore jamais lue. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça me changera un petit peu des lectures que j'ai en ce moment. Donc voilà, je l'ai pris. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Donc c'est une femme qui fait visiter une maison et le potentiel client assassine la propriétaire. Et il se trouve que ce client était sous une fausse identité et que ce serait un tueur à gages. J'ai lu que ça dans la 4e de couverture. J'aime bien me garder, voilà, j'ai lu vraiment, j'aime bien me garder la surprise, donc j'ai pas lu tout le résumé. Mais voilà, je me suis dit que le nom de l'autrice m'était connu et que c'était l'occasion de découvrir du coup en polar. Et sinon j'ai commandé un petit coffret de Isabelle Serre à la découverte du pendule. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai vraiment juste ouvert l'enveloppe. Je vais peut-être l'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du coffret. Aïe, je me casse les ongles. Hop, je trouvais le... En tout cas, voilà, je ne l'ai pas encore regardé à l'intérieur, mais le descriptif, je le trouvais sympa et ça faisait un petit moment que j'avais envie d'avoir un petit... d'aller un petit peu plus loin sur le pendule. Donc à l'intérieur, il y a une petite pochette, voilà, toute mignonne, avec un petit pendule. Alors moi, d'habitude, je fais ça avec mes bagues, mais bon, je ne porte pas mes bagues en ce moment, donc petit pendule, c'est bien aussi. Et à l'intérieur, il y a aussi un petit livret explicatif et un jeu de cartes pour s'entraîner, pour faire des lignes, faire des ronds, pour avoir des réponses plus ou moins précises, etc. Donc voilà, c'était surtout pour ça que j'avais envie d'avoir le petit coffret et aussi pour avoir un petit pendule qui soit pas une bague accrochée à un cheveu ou à un fil. Mais voilà, pour s'entraîner un petit peu. Alors moi, du coup, je fais le pendule depuis toujours. J'ai appris ça quand j'étais enfant avec ma mère et du coup, j'en ai toujours fait. Mais j'ai jamais fait vraiment d'exercice comme ça avec des planches, donc voilà. Ça me tentait bien et donc je vous en reparlerai sans doute après l'avoir un petit peu étudié de plus près. Là je viens juste de le recevoir, donc je sais pas du tout si ça va me plaire ou pas, mais en tout cas il me faisait très envie. Et d'ailleurs Isabelle Serre, elle a aussi une chaîne YouTube. J'ai regardé 2-3 vidéos que j'ai trouvé plutôt sympa, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos vers sa chaîne si vous ne connaissez pas encore. Et je me suis fait une petite liste. Aujourd'hui, j'ai regardé du coup pas mal finalement de vlogs. J'avais du travail très basique, voilà, de saisie qui ne demandait pas trop de cerveau. Donc je me suis mis les vlogs pour me tenir compagnie. Et donc j'ai regardé, je vous mets juste les noms des chaînes. Alors voilà, c'est des chaînes très connues que vous connaissez probablement déjà, mais voilà, c'est pour vous dire ce que moi je regarde. Je vous mets juste les chaînes et pas les épisodes exacts que j'ai regardés parce que souvent je suis à la bourre, je regarde pas forcément, ou je regarde avec une semaine de décalage, ou des fois je regarde des vieux numéros que je sais pas regarder, mais enfin bon bref. Donc j'ai regardé du café et des livres, j'ai regardé Pascal entre deux pages, j'ai regardé une vidéo très sympa de Livremancienne qui a fait une petite vidéo assez courte, recommandation spéciale sorcière, donc elle a appelé l'antre de la sorcière. Je l'ai trouvé assez sympa comme idée de vidéo puisqu'elle propose des livres mais propose aussi des jeux vidéo. J'ai regardé aussi le dernier vlog de les mots des autres, voilà, je vais y arriver, qui s'est lancé un défi 14 jours, 14 livres et bon, c'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de
challenges que les youtubeuses se lancent, mais à chaque fois, bon, je me dis c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, et là tout ça, ça a fait tilt. C'est clair que moi, parce que d'habitude c'est 7 jours, 7 livres, moi je me dis 7 jours, 7 romans, ça va juste être pas possible, et pour lire un roman, même court, il me faut minimum une semaine. Du coup, je me suis jamais attardée, mais là, ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis dit, mais oui, mais tu arrêtes pas de dire que tu aimerais te poser pour lire toutes les bandes dessinées, etc., au lieu de chercher à avoir une plage horaire suffisamment grande pour lire plusieurs bandes dessinées d'un coup, pourquoi tu te lancerais pas le défi 7 jours, 7 BD ou manga? Du coup, je me suis dit, je vais essayer ça. Je sais pas trop si je vais y arriver ou pas, c'est une première, c'est improvisé. Là, j'ai décidé tout à l'heure en regardant sa vidéo, mais je me suis dit, allez, je me lance cette semaine, je vais essayer 7 jours, 7 BD ou manga. Comme ça va peut-être me faire descendre un peu ma palle et je vais arrêter de culpabiliser en regardant les piles. Et puis je me suis fait engueuler parce que comme je voulais pas les ranger, sinon je vais pas les lire, je les ai pas rangés, mais je me fais engueuler parce que ça traîne partout. Donc ça va, voilà, comme ça je vais pouvoir les lire et les ranger. Et enfin, dernière petite chose, j'ai regardé du coup le podcast de Rêver sa vie en couleur. Du coup, axé tricot et art créatif avec des petites décos Noël et automne. Voilà pour aujourd'hui. Je vais pas faire plus long parce que sinon je vais encore trop parler et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine, je sais pas trop encore quand, pour faire les updates lecture. Bon, on est toujours lundi, c'est encore moi, j'ai pas bougé, enfin, je viens juste de rallumer la caméra. J'ai oublié la semaine dernière déjà de vous parler d'une de mes lectures et là j'oublie encore. Donc voilà, je le fais tout de suite. J'ai lu le week-end dernier le deuxième et dernier tome de la duologie La douleur fantôme de Alexis Robin et Bayoun-Ye Jun. Donc c'était la série que j'avais choisie pour je sais plus quel menu du Pumpkin Autumn Challenge où il fallait lire une duologie. Donc voilà, j'avais choisi ça qui était dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Donc c'est une lycéenne qui a un accident de train. En fait, elle passe sur un passage où il y a un train qui arrive, donc elle a un accident très très grave et elle perd sa main. Et en fait, peu de temps après son accident, quand elle rentre chez elle, il y a comme une main fantôme qui prend la place de sa main manquante. Et donc, je peux pas me dire beaucoup plus, je peux pas trop vous parler de ce deuxième tome, sinon je vais spoiler, mais en tout cas, j'avais trouvé le premier tome assez sympa. Le deuxième m'a pas complètement convaincue, je trouve c'est un peu facile. Enfin la fin, je la trouve, voilà, ça serait bien si ça pouvait se finir comme ça, mais du coup je l'ai trouvé très déconnectée de... J'aurais préféré peut-être une fin un petit peu plus réaliste, un petit peu plus... C'est difficile de dire pourquoi sans raconter la fin, mais en tout cas voilà, j'étais pas complètement convaincue par ce deuxième tome. En tout cas voilà, on trouve toutes les réponses de pourquoi cette main fantôme et quel est le but de cette main fantôme, pourquoi est-ce qu'elle est apparue. Voilà, une lecture en demi-teinte, ça se lisait bien tout seul, ça va vite, mais j'ai pas été pleinement convaincue par le scénario. Au niveau du dessin, c'est assez particulier. Alors cette planche là elle est très jolie, mais voilà, le dessin après, je sais pas si on voit beaucoup. Il y a des planches qui sont assez belles et il y en a d'autres que je trouve un peu... Voilà, les visages ont quand même des yeux énormes et je les trouve pas hyper... Ça fait un peu Barbie je trouve. Mais ça reste quand même, voilà, ça reste quand même agréable. Là par exemple, là ça fait un peu bizarre quoi. On dirait une poupée avec des yeux énormes comme ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas, une lecture sympa mais sans plus. Cette fois je vous laisse pour de vrai et on se retrouvera plus tard dans la semaine. Coucou, nous sommes déjà mercredi et je viens faire quelques updates lecture. J'ai avancé. Alors déjà j'ai fini le roman. J'ai fini Les Lance-Rêves, donc le premier tome, Le secret des Dents de Lion, je vais y arriver. Donc écrit par Susanna Isern et illustré par Esther Gilly, je sais pas comment ça se prononce, et publié aux éditions Hachette. Alors c'est un livre jeunesse, je dirais 10-12 ans.
qui est très joliment illustré, donc je vous ai déjà montré. Et l'histoire, c'est donc cette jeune fille. Un petit marque-page. Oui, regardez. Trop mimi, c'est ma fille qui me l'a fait. Donc cette jeune fille dont j'ai perdu le nom, Sophie. Voilà, Sophie d'Anne de Lyon. Elle est très attachée à son grand-père, qui est un grand-père un peu fantasque, qui part souvent faire des promenades un peu étranges. Il revient toujours avec des histoires farfelues à raconter, et donc elle est très intriguée par ce grand-père qui lui raconte tout le temps des histoires, sauf que le grand-père a déjà 80 ans, et donc ça commence, ils vont se balader ensemble, etc. Et puis le grand-père commence à... il se casse une jambe, il reste à l'intérieur, et en fait il s'éteint petit à petit. Et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir le secret de son grand-père. En fait, c'était un lance-rêve et elle va devoir le remplacer. Alors, qu'est-ce que c'est que les lance-rêves? Les lance-rêves, ce sont des personnes qui vont essayer de lancer un petit grain de sable qui va faire que les gens vont avoir des rêves. Donc, c'est-à-dire un sourire, une musique, une histoire, chacun a sa méthode, mais chacun va mettre son petit grain de sable pour faire germer les rêves, ou faire en sorte que les gens aient le courage d'aller au bout de leurs rêves, de rêver, tout simplement. Et quand on parle de rêves, c'est pas les rêves qu'on fait pendant son sommeil, c'est les rêves de je voudrais faire de la danse, je voudrais devenir musicien, je voudrais accoster la jeune fille qui travaille dans le magasin en face, etc. Et donc cette jeune fille se voit confier une première mission de lance-rêve, sauf que les lance-rêves ont un contre-pouvoir, ce sont les brise-rêves, et les brise-rêves sont en train de mettre en place un plan terrible qu'il va falloir qu'ils déjouent, elle et les autres lance-rêves de son village. J'ai trouvé ce roman vraiment très très chouette. Alors on est vraiment dans du jeunesse, effectivement. Les premiers chapitres, ça commence tout doucement, on est dans du description, enfin ça met en place la relation avec la jeune fille et le grand-père. Je trouvais ça mignon, mais je me suis dit, bon, c'est mignon, mais c'est très très jeunesse. Puis finalement, une fois que cette histoire de lance-rêve arrive, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que en lisant, je me disais, mais je vois trop les enfants en train de jouer à être des lance-rêves, et du coup je me disais, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer, c'est comme si ce livre était en lui-même un lance-rêve, en fait. Parce que je m'imaginais lire ça enfant et après dire « Ah, je vais faire le lance-rêve » et puis aller dire à la boulangère un gentil mot qui la mettrait de bonne humeur et qui engendrerait tout... voilà. Donc je trouve que c'est une très jolie philosophie. Alors là, on est dans un tome 1. Franchement, il se suffit à lui-même. D'ailleurs, il y a une vraie conclusion et l'ouverture pour une suite se fait sur une page à la toute fin. Donc ce roman, voilà, un seul tome, ça suffirait très bien. Par exemple, si on veut l'avoir dans un CDI ou une bibliothèque d'école, et qu'on ne veut pas se lancer dans une série, déjà juste le premier tome, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, je pense que je lirai avec intérêt la suite, mais je me demande si c'est vraiment nécessaire d'avoir une suite, au fait. Parce que je trouve que le livre se suffit vraiment à lui-même. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Alors bien sûr, on est vraiment dans du jeunesse, mais je trouve que la morale qui se cache derrière l'aventure que Sophie va vivre est vraiment très très jolie, et ça parle même aux adultes. Enfin, moi personnellement, ça m'a parlé, et ça m'a fait réfléchir en me disant, mais oui, mais c'est vrai, il faut faire plus attention à ce qu'on dit aux gens, à comment on se comporte et tout, parce que des fois on peut être mal luné, mais du coup on va avoir un geste brusque et finalement on va gâcher la journée de quelqu'un d'autre alors que c'était pas forcément notre intention. Voilà, du coup ça m'a fait réfléchir à tout ça. Très joli roman jeunesse que je vais très bientôt chroniquer sur le blog. Si j'arrive à le faire avant que ce vlog soit publié, je mettrai le lien, sinon vous irez voir sur le blog à l'occasion. Et sinon, je vous disais lundi que j'étais inspirée par Les mots des autres, qui s'était lancé dans un défi 14 jours, 14 livres, et j'avais eu envie de faire pareil avec les BD et les mangas, et finalement j'ai décidé de faire 7 jours, 7 mangas, pour vraiment m'attaquer à cette pile de mangas, et puis je ferai sans doute plus tard 7 jours, 7 BD, ou peut-être 7... Mais du coup là, cette semaine, je vais essayer de lire un manga par jour. Et donc j'ai commencé dès le lundi soir après avoir fait ma séquence, filmé ma séquence. Et j'avais choisi du coup Don't Call It Mystery, le tome 4.
Donc dans cette série, on va suivre ce jeune homme, Totono, qui est un étudiant qui a une capacité d'observation et des qualités de déduction extraordinaires, et qui se retrouve toujours mêlé dans des histoires un peu pas possibles, et du coup il va pas vraiment mener une enquête, mais en fait il va déduire les mystères dans lesquels il se retrouve, plus ou moins malgré lui. Et donc dans ce tome, alors ça commence avec le dénouement de l'enquête dans laquelle il se retrouve mêlé dans le tome 3, qui est une histoire de famille avec des héritages, des accidents, des malédictions, etc. Toute une histoire comme ça, et qui du coup Totono va finalement découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette légende familiale. Et ensuite, à la fin de ce dénouement, on va avoir deux autres aventures. Voilà, il y a deux autres aventures. Il se promène tranquillement un jour de pluie dans un parc. Il rencontre un homme qui a perdu la mémoire. Et en discutant avec lui, petit à petit, cet homme lui commence à retrouver un petit peu la mémoire, et il dit « Je crois que j'ai posé une bombe ». Donc Totono va devoir déduire de toutes les conversations qu'il a eues avec cet amnésique où peut être cette bombe, et est-ce qu'il y a vraiment une bombe. Et dans la troisième histoire, il se retrouve à l'hôpital, et donc cette troisième histoire flirte aussi un petit peu avec le fantastique. Donc il va être dans la même chambre qu'un vieil homme qui va lui parler d'un livre et qui va lui faire plein de devinettes, et ensuite il va devoir il voit des messages un peu codés un peu partout, et du coup il va suivre ces messages pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il reçoit, pourquoi est-ce que ça lui est destiné, et qui cherche à communiquer avec lui et via ces messages codés. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, c'est publié chez Noef Graphs, et c'est Yumi Tamura qui est donc à la plume. Et au niveau du dessin, c'est sympa, c'est très épuré. Alors j'essaie de... Voilà, donc ça c'était ma lecture de lundi. J'ai pioché tout simplement celui qui était en haut d'une des piles, parce qu'en fait la pile étant trop grosse, elle est divisée en plusieurs tas. Donc j'ai pioché au hasard, et le premier qui est venu c'était celui-ci. Et puis hier j'ai demandé à Miko de choisir pour moi, et elle a fait un peu la même méthode mais pas sur la même pile, et du coup elle a choisi celui-ci, La danse du soleil et de la lune. C'est mon dernier achat. Celui-ci on l'a acheté justement ensemble lors de notre dernière balade en librairie, et j'avais... C'est quand que j'ai lu le premier tome? Je crois que j'ai lu le premier tome cet été. Je l'avais beaucoup aimé. Donc on est là ici avec un samouraï qui s'appelle Konosuke, qui est complètement sans le sou, et qui est complètement déprimé aussi parce qu'il a une sorte de malédiction. En fait, dès qu'il s'approche du métal, il n'a même pas besoin de le toucher. Dès qu'il s'approche d'un objet en métal, le métal se tord. Sauf qu'un samouraï, il doit manier des sabres. Donc lui, il ne peut pas avoir de sabre. Donc tous les samouraïs se moquent de lui. Il n'arrive pas à trouver de travail. Donc il est pauvre, il est déprimé. Et donc dans le premier tome, à un moment donné, il est tellement déprimé qu'il veut se laisser mourir. Et quelqu'un le sauve. Et le lendemain, il y a une femme qui se présente à lui, qui veut vivre avec lui. Et donc ils vont, voilà, petit à petit, elle s'impose un peu. Il ne demande pas trop son avis. Et lui, au départ, il veut pas d'elle, et puis finalement, il tombe amoureux, tout ça. Donc je vous spoil pas tellement, mais parce qu'on comprend dès le début que ça va être comme ça. Mais voilà, donc c'est toute la relation qui se met en place, etc. Et puis à la fin du premier tome, il arrive un truc terrible, et tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc, dans ce deuxième tome, on retrouve notre Konosuke qui a été blessé, qui a perdu la mémoire, et qui va rencontrer une jeune prêtresse aveugle qui a un pouvoir particulier, qui a le pouvoir de voir la mort des gens. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais essayer de trouver des planches un petit peu significatives. Alors j'aime beaucoup le dessin, mais alors j'arrive pas à trouver les planches. Par exemple, on a des planches comme ça.
Donc voilà, cette deuxième lecture, très chouette aussi. Donc bon, après je vais vous spoiler si je vous montre trop de planches. Donc la couverture je la trouve trop belle. Après je la trouve pas vraiment en lien avec ce qui va se passer à l'intérieur du tome. Mais je la trouve quand même très belle. Donc ces deux premiers mangas, bonne pioche, de très bonnes lectures. J'ai pas encore choisi ma lecture manga du jour, mais nous sommes allés faire un petit tour à la bibliothèque et j'ai pris le tome 2 de 16. Du coup je vais pas le lire tout de suite ce soir. Il y a un bug de caméra. Je vais pas le lire tout de suite ce soir puisque ce soir ça va être manga, mais j'espère le lire ce week-end. Donc je l'ai emprunté. Donc là j'ai le deuxième tome et normalement j'ai réservé le tome 3 aussi. Et dernière petite chose à vous montrer, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres So Good. Alors la couverture, un petit peu... Ok. Voilà. Donc j'avais reçu, je vous en avais parlé cet été, un numéro de So Good avec une petite lettre en disant on vous offre un an d'abonnement. Donc super, ça m'a permis de découvrir. Après j'avais pas vraiment capté la fréquence, donc je recevais plus rien. Je me suis dit j'ai du mal comprendre. Et en fait non, j'ai pas du tout mal compris. Je continue de le recevoir, c'est juste que c'est une revue trimestrielle. Et donc celle-ci, je viens juste de la recevoir, j'ai même pas feuilleté, mais c'était voilà, juste pour vous montrer la couverture. Donc là il va y avoir un dossier sur Drag Queen, comment elles sont devenues des nouvelles icônes pop, prison, l'histoire belge avec 40 ukulélés, sobriété, tout va bien se passer, test, êtes-vous frugal, radical, écolo mou ou libertaire pollueur, plus guide de survie dans un monde d'après. Voilà, c'est en tout cas ce qu'il y a sur la couverture. Je vous en reparlerai quand j'aurai eu le temps de le lire. Et voilà, je crois que c'est un peu près tout pour aujourd'hui. Donc là, j'ai pas encore choisi mes prochaines lectures. En roman, il me reste Circé pour le train de demain. J'avoue que je suis pas motivée. En fait, les premières pages m'ont pas convaincue, puis je l'avais oublié. Donc je ne l'ai pas suivi ce week-end, enfin le week-end dernier, j'ai pas du tout lu de romans. Le week-end en général, je lis pas vraiment les romans. Soit je lis des bandes dessinées, soit je lis des ouvrages, d'autres genres d'ouvrages, mais généralement les romans je les garde pour le train. Et du coup ça fait une semaine au moins que j'ai pas lu. C'est ça. C'était mardi de la semaine dernière, donc ça fait même 8 jours que j'ai pas remis le nez dedans. Et j'ai pas envie. Donc je sais pas si je le mets de côté pour un moment où j'aurai vraiment envie, ou si je me force à lire au moins 100 pages pour voir si au bout d'un moment je vais rentrer dedans, parce que j'en ai lu que 48, donc je me dis c'est un peu tôt. Mais en tout cas ces 48 pages me donnent pas envie d'y retourner. Donc j'hésite. Quelque part je me dis c'est bête de se forcer à lire un truc que t'as pas envie alors que t'as une pile de romans comme ça. Mais en même temps, des fois, il y a des romans qui sont un petit peu mous à démarrer et qui après sont extra. Il y a plein de livres comme ça où je me suis un petit peu forcée et après j'ai adoré, mais parce que je trouvais que ça démarrait lentement. Donc j'hésite encore. Je vous redirai ça jeudi. Voilà. Je sais même plus le matin, c'est un dimanche midi et le vlog s'est pas du tout passé comme je le pensais. Je voulais revenir dès jeudi soir, vous faire des petites mises à jour, etc. Et puis finalement
Le jeudi, j'ai eu un petit souci, c'est qu'il a plu à verse, évidemment, le jour où je n'avais pas du tout été équipée. Du coup, je suis arrivée à la gare trempée. Le train était évidemment en retard le jour où tu arrives mouillé. J'avais tellement froid dans le train que j'ai même pas lu ni rien. Je suis arrivée à la maison, j'avais vraiment pas du tout la tête à filmer les updates lecture. Et puis ça s'est un petit peu enchaîné comme ça entre crise d'allergie, plan changé à la dernière minute, etc. Donc c'est pas grave. J'ai sorti tout ce dont je voulais vous parler et du coup je vais faire un blabla un peu long puisque je résume depuis mercredi soir. Du coup parce que je vous ai pas parlé du manga que j'ai lu mercredi. Mais avant de parler de mes lectures manga, je voulais vous montrer, j'ai commandé un livre. Donc j'ai commandé Je rayonne jour après jour, un livre du coup de développement personnel avec plein de petits exercices, etc. Je l'ai acheté, du coup je l'ai acheté d'occasion. Ça m'a pas coûté grand chose. Je l'ai acheté parce que Rose Poudret en avait parlé dans ses vidéos et comme j'avais fini son livre et que j'avais fini Challenge Be Yourself, etc., je me suis dit j'aimerais bien avoir un autre livre comme ça avec des petits exercices à faire. Je n'ai pas fini celui sur la créativité, mais je m'y retrouve pas trop. Je sais même pas si je vous l'ai présenté, je vous le présenterai à l'occasion. Du coup, voilà, j'avais envie d'avoir un petit livre avec des petits exercices, des petites questions de réflexion, des choses comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas voir ce que ça donne avec celui-ci, donc conseillé par Rose Poudret. Et pour les nouveaux livres, c'est tout. Ce qui est déjà pas mal, parce que sinon, je veux baisser avant d'en avoir d'autres. Et ensuite les mangas, donc j'ai continué mon challenge 7 jours 7 mangas et pour l'instant j'ai tenu tous les jours, c'est-à-dire que j'en ai lu 6 du coup. Je les lis le soir avant le dîner, donc j'ai pas encore lu celui du dimanche et je sais pas du tout ce que je vais lire ce soir, mais en tout cas je suis déjà super contente d'avoir fait 6 jours 6 mangas. Donc mercredi j'ai choisi, toujours dans le cadre du challenge Halloween, L'Éden des sorcières de Yu Meiji aux éditions Kiun, un manga qui était dans ma palle depuis super longtemps, que je ne sais pas pourquoi j'avais toujours pas lu. Je fais ça souvent, il y a des mangas qui me font très envie, je les achète et puis je les lis pas. Je sais pas, je crois que j'attends le bon moment, le ci, le là, machin, et faut que j'arrête de faire ça. Du coup le bon moment il n'existe jamais quoi, il faut à un moment donné se poser et le prendre le temps. En tout cas, voilà, c'était un manga donc sur l'univers de sorcières qui m'avait été d'ailleurs conseillé. Donc on va suivre cette jeune fille dont je ne me souviens plus du tout le nom, Pili, qui est donc une apprentie sorcière qui vit avec une vieille sorcière qui l'a élevée, qui lui a tout appris. Et elles vivent dans un univers où les plantes et les animaux ont déserté la terre parce que les humains les exploitaient à l'excès. Tiens, ça vous parle? Du coup, la nature s'est révoltée et elle s'est retirée. Et donc, les humains vivent dans un monde fait de roches et de désertiques, quoi. Sauf les sorcières qui sont les seules à pouvoir entendre la voix de la nature, en fait, la voix des plantes. Et du coup, elles vivent dans des sortes d'oasis cachées à l'abri des autres humains. Où elle communique donc avec la nature et donc il y a des superbes jardins avec de la biodiversité, etc. Donc cette jeune fille vit dans une de ces petites oasis, sauf que la vieille sorcière qui l'a élevée est très vieille, elle finit par tomber malade et donc elle ne sait pas quoi faire, elle décide d'aller au village pour essayer de trouver des remèdes pour sauver cette vieille dame et en ce faisant elle précipite sa perte. Puisque les humains, on le sait très bien, ont tendance à très bien comprendre les sons qu'ils reçoivent, ils se sont dit, il n'y a plus de nature sauf pour les sorcières, donc on va exécuter les sorcières, parce que c'est elles les méchantes qui accaparent toute la nature pour elles. Donc elle va au village, elle assiste à l'exécution d'une sorcière, et là elle rencontre un homme qui lui dit « Ah, moi je suis contre les exécutions des sorcières, etc. » Et donc elle pense qu'il s'agit de quelqu'un de bienveillant, elle se confie à lui. Or, pas du tout. Lui, effectivement, il est contre le fait de les exécuter, parce qu'il dit c'est bête de les exécuter quand on peut les étudier. Comprendre comme des animaux de laboratoire. Donc, elle va devoir s'enfuir, et dans sa fuite, elle va être aidée par cet animal qu'on voit sur la couverture,
qui sort d'une graine que sa protectrice lui a offert peu de temps avant que les événements ne se précipitent. Et donc c'est un être mi-plante, mi-bête qui va donc l'accompagner, et elle décide d'aller chercher l'Éden des sorcières, puisque sa protectrice le rêve de sa vie c'était de pouvoir un jour visiter l'Éden des sorcières. Elle se dit bon voilà, je vais le faire pour elle. Donc elle va partir et essayer de trouver ce fameux Éden qui serait un endroit où toutes les sorcières seraient en sécurité. Voilà. Donc là c'est juste le premier tome, donc l'histoire se met un petit peu en place. On découvre l'univers, on découvre l'héroïne, et elle commence son voyage. Donc dans ce premier tome, voilà, on est vraiment dans la première étape du voyage. Toute une première partie, c'est la mise en place un peu de l'univers et de comment sa vie bascule. Et puis après, elle va partir, et là, on a une première étape de voyage qui l'amène dans un village dans les montagnes. Je vous montre un petit peu les dessins. Alors les dessins sont vraiment très jolis, plutôt détaillés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que j'ai voilà, des planches avec de la nature par exemple. Regardez cet arbre très beau. Alors les méchants ils sont très... Voilà, même quand il fait sa tête de gentil, on comprend tout de suite qu'il l'est pas. Elle comprend pas, mais nous, on se doute bien en voyant sa tête qu'il fait peur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc j'ai trouvé que c'était une très chouette lecture. J'aime beaucoup l'univers, le dessin, il est très sympa, ça donne envie de savoir ce qui va se passer. Maintenant, peut-être dans ce premier temps, c'est un petit peu lent peut-être à se mettre en place, ou alors l'héroïne elle est très naïve, excessivement naïve, ce qui peut se comprendre si elle a vécu à l'abri des hommes, qu'elle ait vécu toute sa vie toute seule avec cette femme bienveillante, et que donc elle connaisse pas trop les choses. Mais en général, voilà, quand on a une héroïne qui est quand même adolescente et qui est excessivement naïve, moi ça a tendance un petit peu à m'agacer. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, mais voilà, il me manquait le petit, voilà, ce côté un peu hyper naïf du départ, m'agace un peu. Mais je pense qu'elle va très vite évoluer et perdre ce côté un peu trop candide, enfin du moins je l'espère. Après c'est un trait, voilà, qu'on retrouve très très souvent dans les mangas, mais justement ça me gêne d'autant plus qu'on le retrouve très souvent. L'héroïne féminine, elle est souvent très candide, très innocente, très tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, et bon, moi ce trait de caractère il a un peu tendance à me taper sur les nerfs. Et là bon voilà, elle est dans un endroit où on brûle des sorcières, et le premier mec qui lui dit ah oui c'est pas bien de brûler les sorcières, elle lui raconte toute sa life. Tu sors d'où toi? Enfin, je sais pas, elle t'a jamais dit parle pas aux inconnus. Enfin je sais pas, ça m'a, voilà, il y avait ce côté un petit peu, bien sûr il fallait que l'histoire s'enclenche, mais j'ai trouvé que c'était un peu facile quoi. C'était, voilà, ça aurait pu être peut-être un petit peu moins jouer sur la naïveté de l'héroïne et chercher un petit peu plus loin au niveau narratif. En tout cas, c'est quand même un bon tome qui m'a donné envie de lire la suite, et c'est un univers intéressant. Et évidemment, le parallèle est très vite fait avec notre société actuelle et l'exploitation de l'environnement, etc. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des messages écologiques. Et donc voilà, c'est bien. J'arrête parce que ça fait déjà 9 minutes que je cause. Alors je passe au manga suivant. Donc jeudi, je suis toujours restée dans l'ambiance halloweenesque, et j'ai choisi Otogi Matsuri de Inoue Junya chez Doki Doki. Alors c'est une série, j'ai regardé depuis parce que voilà, j'ai bien aimé. Donc j'ai cherché à savoir combien il y avait de tomes et tout, et donc il y en a 10, 12, je sais plus, un truc comme ça. Mais surtout la série est stoppée. Donc c'est dommage, j'ai trouvé les 2 premiers d'occasion. Donc jeudi j'ai lu ce premier tome. Donc là on va suivre une bande de lycéens. Donc ça commence dans un temple, il y a 3 lycéens, 3 potes qui se chamaillent un petit peu sur la cour, et le héros qui s'appelle Yosuke va accidentellement abîmer le sanctuaire du phénix gardien du sud, si je me trompe pas c'est le sud,
Et quand il casse ce petit sanctuaire, il voit une immense lumière qui lui saute dessus, sauf qu'il est la seule à l'avoir vue. Et après, il commence à avoir des visions, des rêves un peu étranges où un énorme phénix lui parle et lui dit c'est quoi la chose la plus importante pour toi. Lui il réfléchit, il dit ah ben c'est l'avenir. Elle dit d'accord, tu vas me donner ton avenir et en échange je le prends et le pacte est scellé. Et lui il est là, okay, de quoi tu me parles, de quel pacte? Il comprend pas très bien ce qui se passe, sauf qu'à partir de là il va voir les démons. Et son bras va se transformer en un arc magique, du coup fait du phénix. Donc c'est le phénix qui se transforme en arc dans son bras et doté de 3 flèches avec lesquelles il peut du coup détruire ses démons. Et en fait, sans le faire exprès, il vient de passer un pacte avec le gardien du Sud pour une arme sacrée, qui sont des armes qui permettent justement de détruire les démons. Et il se trouve justement que dans sa ville, un démon vient de faire son apparition et d'autres attaques démoniaques vont avoir lieu. Et du coup, lui va devoir déjà comprendre ce qui lui arrive et puis se battre pour protéger ses amis contre ces créatures démoniaques. Dans sa quête, il va être aidé par une jeune lycéenne qu'il vient de rencontrer et qui se trouve être la fille du prêtre Shinto du temple, où il a contracté donc un contrat avec le phénix, et qui est, elle, dotée également d'un pouvoir particulier, puisqu'elle est depuis toujours capable de voir du coup les esprits, les démons, et elle est accompagnée, elle, de petits yokai qui sont des petits renardos, donc des renards yokai. Et donc voilà, dans ce premier tome, il va y avoir donc 2 batailles. La première contre un démon chat, et la deuxième contre un démon fait d'insectes qui pompe l'énergie des gens. Et donc les gens sont terriblement affectés par ces attaques, ils sont tués, mais ils ne les voient pas forcément. Donc lui et sa nouvelle amie donc, sont les seuls capables, avec d'autres personnes comme eux, de voir les démons, et donc vont rencontrer une 3e personne également qui va s'unir à eux pour combattre ces créatures. Donc je vous montre un petit peu les dessins. Alors après, à la fin du manga, on parle un petit peu de l'auteur. D'après ce que j'ai compris, il a travaillé, avant de faire des mangas, il a travaillé dans la conception de jeux vidéo ou le design de jeux vidéo. Donc là, la prêtresse avec les petits renardons, c'est trop mignon. Alors, c'est assez classique finalement, on retrouve l'ambiance de tous ces mangas où on trouve des bandes de lycéens avec les mêmes interactions entre les personnages, voilà, c'est vraiment l'ambiance classique de ce côté-là. Et au niveau créatures, yokai et folklore, on reste relativement classique, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympa, ça fonctionne très bien, et du coup, ça m'a donné envie de lire la suite. Et j'ai directement enchaîné du coup vendredi, puisque j'avais le tome 2 avec le tome 2. Et donc dans ce tome là, du coup vous voyez le 3e personnage dont vous parlez tout à l'heure qui est sur la couverture, qui est aussi doté d'une arme sacrée. Et donc dans ce tome, il y a une seule aventure, je crois. Oui, c'est ça. Donc là, sur tout le tome, donc on va faire une seule aventure. En fait, ils partent avec tous leurs camarades en voyage de classe. Sauf qu'ils vont sur une île où il y a je sais pas si j'ai pas très bien compris, est-ce que c'est un démon, un kami, en tout cas voilà, il y a une espèce de divinité qui est fêtée une fois par an, et ce jour-là, tous les revenants, tous les gens qui se sont noyés, etc., reviennent dans la ville, mais ils reviennent de façon à que ils sont visibles par tous, donc eux, ils ont évidemment choisi, pensant que c'est une légende et tout ça, folklorique, ils ont choisi ce jour-là pour se rendre là-bas, et sauf que ce n'est pas juste une légende, il y a vraiment les revenants qui arrivent, et ils se retrouvent mêlés, pris au piège, etc. Et donc ils vont devoir se battre contre ces esprits. En plus, il va y avoir des complications, parce qu'ils ne connaissant pas ces créatures, ils vont pas forcément gérer de la bonne façon, et plus ils essayent de gérer la situation, et plus ils l'aggravent. Donc voilà. Donc voilà, ça prend tout le tome pour résoudre cette enquête. Là encore, j'ai pris plaisir à lire ce tome. Du coup, si je tombe par hasard
sur la suite, je la lirai avec plaisir. Maintenant, voilà, pas au point non plus de partir en quête, comme la série est stoppée, je vais pas la chercher. Si je la trouve, je serais ravie de lire la suite et je l'achèterai sans doute. Maintenant, je vais pas la chercher. Et dernier manga, donc que j'ai lu hier soir. Alors, j'ai choisi, toujours dans une optique challenge Halloween, j'ai choisi ce manga qui était dans ma palle, Vlad Dracula, parce que Vlad, c'est le personnage donc historique qui a inspiré Dracula. Et donc je me suis dit, on est tout à fait dans la thématique Halloween, sauf que du coup, je l'ai acheté il y a longtemps, j'avais même oublié qu'il était dans ma palle, je l'ai retrouvé l'autre jour par hasard, en rangeant. Et du coup, je me souvenais plus trop c'était quoi le pitch. Et on n'est pas du tout dans Dracula le vampire, du moins pas du tout dans ce premier tome, mais vu le ton du premier tome, je pense que il ne sera pas du tout question de vampire. C'est vraiment le personnage historique, donc on est dans un manga historique qui se passe donc au XVe siècle en Valachie. Et Vlad Dracula vient d'être nommé prince, donc il devient Vlad III. C'est le nouveau prince de la Valachie, sauf que au moment où il est nommé prince, le pouvoir est aux mains de l'assemblée de nobles, qui lui laisse vraiment pas de liberté. Et donc lui, il a l'air comme ça dans ce premier tome très soumis, il laisse finalement ses nobles gouverner à sa place. Il ne se rebelle pas quand ils lui disent vous en occupez, c'est à nous de gérer ça. Mais en réalité, il n'est pas du tout soumis, c'est qu'il est en train de... Il calcule, il observe et il est en train de faire en sorte que le pouvoir finalement lui revienne, mais par toutes des intrigues, des complots, etc. Donc on est vraiment dans un manga historique Renaissance, la cour des princes, les intrigues politiques, la guerre, voilà. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Alors je vous ai pas dit de qui c'est Akiyo Yokubo et c'est chez Soleil Manga. Alors ça m'a fait penser à Cesare de, je sais plus l'autrice, qui se passe à la Renaissance aussi, mais en Italie. Et donc on a pareil des intrigues de cour, etc. Donc c'est un petit peu l'ambiance comme ça. Alors je vous montre quelques images. Donc là voilà, nous sommes à la cour. Voilà, Vlad. J'essaie de trouver d'autres images. Voilà, là, il se fait manipuler donc par les nobles. Alors, après, c'est un peu idéalisé. Genre, le prince, il veut quelque chose de juste. Il veut un commerce équitable pour les commerçants. Il veut mettre fin à la corruption. Il veut... Bon, il a l'air très angélisé, je dirais, par rapport aux nobles qui, eux, sont montrés très cupides, très avides, très manipulateurs, etc. Bon, c'est une vision, et j'imagine que le prince, s'il veut récupérer le pouvoir, c'est avant tout pour récupérer le pouvoir, pas pour le bien des commerçants. Mais bon, voilà, il a quand même une vision comme ça, un peu très... je sais pas si angélisé c'est le mot exact, mais enfin, très positive du prince, où lui, il est très vertueux et les autres sont le contraire. Je sais pas c'est quoi le contraire de vertueux. Je connais pas le mot. J'imagine que la réalité historique est beaucoup plus nuancée et il était probablement pas aussi vertueux qu'on nous le montre ici. En tout cas, c'est intéressant de voir du coup tous les enjeux politiques de cette zone, de cette région à l'époque, puisqu'on a donc l'Empire ottoman et l'Hongrie au-dessus, et la Valachie se trouve, c'est un petit état entre les deux, entre ces deux très grosses puissances, et donc elle doit faire tampon entre les autres influences, et savoir avec qui comment on a dit, s'allier pour pas se faire écraser par l'autre. Est-ce que les alliances qu'ils ont choisies sont les bonnes, etc. Donc voilà, il y a à la fois les intrigues internes de la cour, mais à la fois aussi un petit peu de géopolitique de voilà, lui, le prince quand même veut protéger son état avant tout et qu'il finisse pas dans l'influence, que ce soit, qu'il se fasse pas envahir par l'Empire ottoman, mais ni par la Hongrie d'ailleurs. Donc un premier tome très sympa, je lirai certainement la suite. Celui-ci étant toujours commercialisé, je pourrais facilement m'acheter les tomes suivants. Et donc, affaire à suivre.
Voilà pour ce qui est des mangas. Et j'ai aussi lu 16, donc le tome 2, Le Chien des Ombres. Donc je vous avais parlé de cette série. Est-ce que je vous ai parlé de cette série? Bon, sur le blog j'en ai parlé. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur les vlogs, mais en tout cas sur le blog j'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps pour le challenge Halloween justement. C'est une lecture que j'avais fait cet été, donc j'en ai parlé. Oui, j'en ai forcément parlé cet été, mais je ne sais plus quand je l'ai lu exactement. Et j'avais pas fait ma chronique, du coup je me suis dit challenge Halloween, ça tombe très bien, puisque là, 16, l'héroïne donc de cette série, depuis qu'elle est toute petite, elle voit des fantômes, et elle a avec elle 3 fantômes pirates qui la suivent partout. Dans le premier tome, donc, elle vit toute seule avec sa mère, parce que son père est décédé quand elle était enfant, et donc elle se retrouve dans une situation financière très compliquée. Donc les fantômes pirates lui disent, ben, on va faire braquer le musée où il y a des pièces, où il y a un trésor, le trésor des Aztèques. Et sauf que quand ils vont faire ce fameux cambriolage, ils rencontrent des vrais cambrioleurs qui sont là pour la même raison, et donc ils vont être un peu en danger. Et en même temps, 16 commence à se poser des questions sur son père, pourquoi sa mère lui en parle jamais, pourquoi elle ne connaît pas la famille de son père, etc. Et donc j'ai été très curieuse, c'est très sympa, on est dans du jeunesse, hein, mais je trouvais que c'était très sympa, il y avait plein de choses, etc. Du coup j'étais très curieuse de lire la suite, mais comme on est vraiment dans du jeunesse, je me suis dit je vais l'emprunter, quoi, je vais pas l'acheter. Et donc dans ce tome 2, on retrouve donc 16 avec ses meilleurs amis, et comme vous pouvez le voir sur la couverture, ils auront affaire à un chien fantôme qu'une mystérieuse personne a créé pour retrouver les traces du fameux trésor du tome 1. Alors c'est un tome sympa, j'ai pris plaisir à le lire. Au niveau de l'intrigue, ça avance, mais on reste quand même, voilà, il se passe, finalement j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose. En tout cas, on apprend un petit peu plus quand même sur la famille de son père. Et voilà, donc une lecture sympa. Je vous montre quelques images. Je vais vous montrer un petit peu le style. Voilà. Bon, après il y a des histoires là avec cette gamine de cours d'école. Bon. Enfin si, c'est sympa aussi parce que justement ça parle un petit peu de la difficulté de 16 à s'intégrer, de sa relation avec les autres personnes dans l'école et tout ça, mais bon. Un deuxième tome sympa, je lirai la suite avec plaisir, mais j'étais peut-être un petit poil moins convaincue qu'avec le tome 1. Et sinon, j'ai continué la lecture de Secrets de sorcière. Très très bel album, je l'ai toujours pas fini, non pas parce que ça m'ennuie, mais parce qu'avec Blandine, on s'est dit qu'on allait le lire très lentement pendant tout le mois d'octobre. Donc là, j'ai lu La Renaissance. Donc hop, voilà, La Renaissance. Et puis j'ai lu les temps modernes, donc le romantisme, Retour de la raison, etc. Romantisme, réenchantement du monde. Et je me suis arrêtée arrivée aux outils magiques. Donc là, voilà, on découvre les personnages historiques. Après, les sorcières au XXe siècle et l'association de l'image de la sorcière et du féminisme. Et puis aussi dans la pop culture, donc vous reconnaîtrez Hermione, et hop en dessous, je sais plus comment elle s'appelle, ça vient de Buffy, Willow. Et voilà, je me suis arrêtée là. Donc très très bonne lecture, j'en reparlerai plus quand je l'aurai fini, en tout cas j'adore. Et voilà pour ce qui est des lectures, et peut-être vu que ça fait déjà longtemps que je parle et que ça va durer trop longtemps, je vous montrerai les crochets la semaine prochaine. J'aurai moins de mangas la semaine prochaine, donc je pourrai parler crochet. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez envie de lire un ou plusieurs des mangas que j'ai cités, si vous les avez déjà lus, à me laisser votre avis. Et puis je vous dis donc à la semaine prochaine.